Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans le show. Dans notre show, on dit tout. On reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une seule condition, nous dire toute la vérité. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. C'est quelqu'un qui entreprend, c'est un pro de la vente et du marketing. Il incite la jeunesse à se développer tout le temps. Monsieur Ibrahim Nouradine, s'il vous plaît. Donc parlons bien, parlons vrai. Monsieur Ibrahim Nouradine, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus dans ce plateau de Parlons bien, parlons vrai. Merci. Alors, on vous connaît une personne, un vendeur, on vous connaît marketeur, on vous connaît inspirant. Alors, j'ai envie de poser une question essentielle, c'est de savoir d'où vient toute cette impulsion-là. C'est une très bonne question. D'entrer comme ça, ça pose les jalons de notre entretien. Il y a déjà la vue de l'œil et la vue de l'esprit. La vue de l'œil, c'est de voir tout ce qui se fait, c'est de voir tout ce qui est tape à l'œil, c'est de voir tout ce qui se dit. Et la vue de l'esprit, c'est pouvoir interpréter la vue de l'œil. Un exemple aujourd'hui, la vue de l'œil veut qu'il n'y a pas d'emploi au Congo. Ça, c'est la vue de l'œil. La vue de l'esprit, à mon sens, c'est de pouvoir dire, bon, il n'y a pas d'emploi au Congo, c'est un fait. L'œil a vu qu'il n'y a pas d'emploi au Congo. Mais comment je fais moi pour proposer des services pour qu'il y ait un emploi au Congo? Un peu comme ce que fait Je consomme congolais. Exact. Donc l'impulsion vient du fait de me dire que ouais, il y a un problème et comment je résolve ce problème, comment je résous ce problème avec mes mots, avec mes moyens. Et j'ai toujours dit, et j'ai toujours eu cette phrase qui me fait avancer, qui me dit crois pour ce que tu es parce que tu peux tomber pour n'importe quoi. Donc j'ai toujours cru pour ce que j'étais, parce que je pouvais tomber pour n'importe quoi. Exactement. Donc voilà un peu d'où vient cette impulsion. Alors, aujourd'hui, marketeur, émérite, responsable auprès d'une entreprise de grande envergure de notre pays. Quel est le moteur d'impulsion qui vous a mené aujourd'hui de hier à ce que vous avez été, on va dire de l'environnement, déjà comment vous avez grandi et qu'est-ce qui vous a mené aujourd'hui à être là où vous êtes? Mon histoire. Il faut toujours aller puiser dans son histoire parce que je pense que quand on puise pas déjà un peuple sans histoire, c'est un peuple qui meurt. Pour moi, une personne sans histoire, c'est une personne qui meurt à petit feu. Alors moi, mon père est diplomate, donc je ne dirai jamais que j'ai grandi dans une famille de bas étage. Mais chemin faisant, je me suis retrouvé avec ma mère. Comment, pourquoi, ça appartient à l'histoire. Et donc à ce moment-là, comme j'aime souvent le dire, je vivais à Pointe-Noire, dans une maison en planche au bord du rail. Le problème, c'est pas la maison en planche. Le problème, c'est de dire aux gens que je vivais sans le sou. On vivait sans le sou. Donc, quand le train passait, la maison bougeait. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai le choix. Soit je continue à rester dans cette situation le restant de ma vie, soit je change cette situation. Mais comment on change cette situation? On commence par prendre conscience. On commence à voir ce qui se passe dans l'environnement. Parce que l'environnement est un catalyseur. Il va soit vous tuer, ou soit il va vous faire passer de l'autre cap. Il ne faut pas oublier, parce qu'entre nous et nos rêves, ce qui nous sépare, c'est la volonté et l'implémentation. Donc en voyant cette situation, quand j'ai commencé à travailler, après que j'ai fini à l'école, j'aime bien à dire que j'ai fréquenté qu'au Congo. Donc c'est possible de trouver des ressources au Congo. Je n'ai jamais été en Europe avant de commencer à travailler. Donc il y a de la ressource ici. Et j'ai fréquenté à Mariangouabi. Voilà. Donc à ce moment, quand j'ai pur produit du pays. Donc à ce moment, quand j'étais à l'école, j'ai même bénéficié de la bourse. Hein. Voilà, c'est très bien. C'est un combat à bénéficier de la bourse là. Oui, actuellement c'est un combat. Un gros combat. Comment se considère lorsqu'on a pu avoir la chance d'avoir une bourse? Alors, c'est malheureux de le dire. On se considère comme un chanceux. Parce qu'on ne devait pas se considérer comme ça devait être quelque chose de normal. Ouais. On devait normaliser la chose. Maintenant, entre nous et les pouvoirs publics, il y a un monde maintenant. On espère qu'il va très vite se rétrécir et on va revenir à la normalité. Parce que moi, si je n'ai pas eu cette bourse, croyez-moi, ça allait être un peu compliqué. Ouais. Croyez-moi, ça allait. Parce que les parents sont toujours, je ne vous apprends rien, vous êtes congolais comme moi, les parents sont toujours un peu dubitatifs. Les photocopies, tu vas repartir demain, on nous a dit d'acheter un livre. Maintenant, il y a même des écoles publiques qui obligent à un étudiant d'avoir un laptop. C'était notre cas, tu vas aller laptop. Pour un papa qui n'a pas connu, moi j'étais le premier enfant universitaire
dans ma famille. D'accord. Donc imaginez comment il faut expliquer, réexpliquer, tri-expliquer. Même avec un père diplomate. Maintenant j'imagine pour ceux comme nous, comme nos frères qui n'ont pas des parents, qui sont allés peut-être très loin dans les études, ça doit être très compliqué. Et à ce moment-là, la bourse devient comme un vrai changement, sinon comme un vrai apport pour l'étudiant et donc pour le cadre de demain ou le Congo de demain. C'est comme ça que j'ai défini les étudiants. Très bien. En termes de parcours d'études, ça s'est passé comment? Pas facile. Comme j'ai dit, hein, ça vient de mon histoire. En classe de CE2, je me suis retrouvé avec ma mère. Ma mère devait aller à l'école le matin. Et quand elle partait à l'école le matin, comme je suis content à Mariangouabi à Pointe-Noire, je devais rester avec ma petite soeur qui venait de naître à la maison. Donc les jours où je fréquentais le matin, vous entendez bien que je ne pouvais pas aller à l'école. Donc en classe de CE1, j'étais idiot, c'est pas le mot. J'étais vraiment un cancre parce qu'idiot, ça ne sera pas suffisant. Ailleurs, très agité. Idiot, mais je ne connaissais même pas écrire. À la place de commerce, j'écrivais commercio. À la place de ça se termine, j'écrivais satéine. À la place de qualité, j'écrivais catalal. Là, c'était compliqué. Là, c'était compliqué. Donc, un jour, quelqu'un m'a dit, Ibrahim, toi, un collègue, il m'a dit, il s'appelle Loco, je n'ai jamais oublié son nom. Il m'a dit, Ibrahim, toi au moins, tu es bête, mais tu sais parler français. Mais nous, on est idiots, on ne sait pas parler français. Le fait qu'il me dise ça, je me suis dit, si quelqu'un me reconnaît bon quelque part, c'est que je peux être bon dans tout. Oui. Et en classe de CM1 toujours, j'ai fait le CEP au CM1. D'octobre à décembre, un cancre. De décembre en juillet, il passe en classe supérieure pour aller au lycée. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, j'ai fait une partie de mes études à Pointe-Noire. Ensuite, je suis venu à Brazzaville. J'ai jamais arrêté d'apprendre, de réapprendre et de désapprendre. Quel bac? Bac D, bac BG. Bac D, bac, deux bacs. Parce que la première année, j'ai échoué au bac. D'accord. Donc j'ai dit, je vais faire 2 bacs. Plan B. Plan B. Ah, d'accord. ISG encore pareil. J'échoue, je vais faire une autre licence à IDEM. Donc licence en management des organisations et licence en gestion commerciale et marketing. D'accord. Ok, mais c'est très bien. Et déjà, j'ai une question à savoir, c'est que aujourd'hui vous vous battez énormément pour les jeunes. Et c'est très bien ce combat que vous menez pour les jeunes. D'après vous, qu'est-ce que les jeunes doivent comprendre pour pouvoir s'émanciper dans ce qu'ils font? Les jeunes doivent comprendre déjà que l'État ne fera pas ce qu'ils doivent faire, eux. L'État ne fera pas ça. Ce n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de créer l'écosystème. Mais oser, c'est notre problème. On n'ose pas beaucoup. Croyez-moi, Monsieur Rama, quand j'ai commencé à regarder vos vidéos, quand j'ai commencé à apprendre de vous, moi personnellement, Ibrahim, je me suis dit, oh, ça n'ira pas très loin. Ça n'existe pas ici. C'est comme ça qu'on est. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Mais vous avez commencé, ce que vous avez fait, vous avez percé dans votre truc. Parce que c'est votre truc. Personne ne peut vous enlever ça. C'est votre propre vous. À ce moment-là, nous on a commencé à trouver, ce gars apparemment il n'est pas fou. Ce qu'il dit c'est normal, c'est réel. Donc on a commencé à suivre. Donc les jeunes doivent oser. Non seulement oser, ils doivent implémenter. Parce que les idées, ça ne veut rien dire. Chacun de nous a une idée. Oui. Aujourd'hui, ce que vous faites là, je pouvais dire c'était mon idée. Mais la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes passé à l'acte et moi je suis resté à l'étape embryonnaire d'idée. Voilà. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Donc les jeunes doivent oser, ils doivent avoir l'idée, ils doivent surtout apprendre. On n'apprend pas assez. On n'apprend même pas sur l'histoire du pays. Il y a quelques jours, j'étais à une conférence, j'ai demandé qui connaît Kipam Vita. On me dit on ne connaît pas Kipam Vita. Je dis mais c'est pas possible, mais vous savez que c'est une héroïne ici. C'est une héroïne ici la dame. Mais on ne la connaît pas. Mais si on ne connaît pas notre histoire, comment on va avancer? Si je me dis que bon, Monsieur X, je le connais seulement parce que c'était un sapeur, bah, je ne pourrais pas avancer. Je dois connaître, il était sapeur, André Gramato était sapeur, il a fait ceci, il a fait cela. Et là, je me commence à m'approprier mon histoire. En m'appropriant mon histoire, je vais me trouver avec une force supérieure qui va me permettre de me surpasser. Donc les jeunes doivent apprendre. Et en dehors d'apprendre, pour moi, je pense que les jeunes doivent avoir des mentors, des personnes qui peuvent susciter l'espoir, mais ces personnes doivent être humbles et accessibles. Vous allez peut-être me dire que c'est difficile ici, mais personne ne voit Bill Gates. Mais pourtant, tu demandes à 5 jeunes sur 4, 4 jeunes sur 5 qui te diront, moi mon mentor c'est Bill Gates, mais tu ne le vois pas. Moi, Ibrahim qui vous parle, si vous me dites, si Dangote m'appelle aujourd'hui ce soir, d'aller le voir, et après lui, Bayo m'appelle, viens me voir, je vais aller voir Bayo. Pourquoi je vais aller voir Bayo? Parce qu'il connaît mon environnement, il connaît l'écosystème de mon pays. Mais nous, on veut avoir des mentors, Bill Gates, Steve Jobs, etc., qui ne connaissent pas l'environnement, notre réalité ici. Il n'a pas la même réalité que moi. Exactement. Donc voilà un peu, on peut avoir un mentor comme M. Rama, suivre ses vidéos tous les jours, comme Ibrahim Ben, suivre ses vidéos tous les jours, essayer de l'écrire, de le réécrire. J'ai suivi une histoire un peu drôle avant-hier d'un milliardaire japonais, j'ai juste oublié son nom. Le monsieur avait un mentor japonais qu'il a appelé au moins 200 fois par jour. Appelé. Au téléphone. Pas le monsieur, il a appelé l'accueil, le service d'accueil du monsieur, jusqu'à ce qu'il a fini
part un jour avoir l'entretien de 15 minutes avec le monsieur. Il a pris un avion pour aller et il a vu le monsieur. Et il a demandé au monsieur dans quoi je dois investir. Le monsieur a dit investir dans l'informatique. C'est l'un des milliardaires japonais, il est très connu sur les réseaux. Donc avec un peu de volonté, on finit par faire des gros changements. Exactement. Il faut avoir de la volonté pour pouvoir faire des gros changements. Monsieur Ibrahim, aujourd'hui vous êtes, on va dire pour moi, de mon point de vue, vous êtes quelqu'un qui inspire. Quelqu'un dont la jeunesse congolaise peut se positionner comme modèle pour pouvoir se booster. Et c'est positif. Mais il y a une question qui parfois revient un peu dans mon esprit, peut-être aussi dans l'esprit de certaines personnes. C'est qu'on se dit, monsieur Ben, Ibrahim Nouradine, qui sont des noms, mais qui ont de fortes connotations, on va dire un peu extérieures. Après, c'est pas méchant, hein. Oui, On a tous des prénoms un peu, même moi j'ai un prénom indien. Rama Krishna, mes parents m'ont donné un prénom indien. Donc du coup, c'est la question que je me pose, c'est de savoir comment on fait pour être congolais et avoir des noms avec une forte origine, on va dire, étrangère. D'accord. Je vais répondre aussi le plus simplement possible, mais avant je vais donner une anecdote. Il y a 10 ans, mais moi je ne voulais pas être Ibrahim. D'accord. Parce que quand je partais faire mon passeport, on disait que j'étais un Congolais entre parenthèses. D'accord. Donc quand je partais quelque part, je disais moi je m'appelle Ben. Je ne voulais même pas que les gens sachent que je m'appelle Ibrahim Nouradine, il y a 10 ans. Maintenant, je suis peut-être l'homme le plus fier au Congo de s'appeler Ibrahim. D'accord. Parce que c'est comme ça que les gens me connaissent. C'est très bien. Moi, mon grand-père s'appelle Tamboula. Donc mon père s'appelle Tamboula. Ma mère s'appelle Mukunga. Mais mon grand-père il s'appelait Gabriel Tamboula. Donc il était musulman. Donc en allant à l'islam, on l'a donné le nom Ibrahim. En baptême, on l'a donné Ibrahim. Donc moi, j'ai hérité de ce nom. D'accord. Allez, mon père il a juste ajouté Nouradine, sûrement, parce que ça faisait beaucoup, ça c'était beau que. Il y a l'esthétique. Ça c'était mieux que Tamboula. Je pense que c'est ce qu'il a dû faire. Mais comme je dis, hein, je me sens plus congolais, pas parce que je suis congolais déjà de naissance ou je suis congolais de père et de mère. C'est pas pour ça que je me sens congolais. Je me sens congolais parce que je crois que j'ai un profond désir de pouvoir non seulement accompagner les jeunes, mais j'ai un profond désir de pouvoir dire aux autres que c'est possible. Parce que je suis l'exemple même que c'est possible. C'est possible de réussir au Congo, c'est possible de faire les choses différemment, mais c'est surtout possible d'impulser une nouvelle dynamique. Ouais, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, quel est votre regard sur l'écosystème, on va dire, entrepreneuriat ici? Comment est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat évolue? Est-ce que ça évolue positivement? Quel est votre regard? Alors, mon regard, il est, je dirais pas moyen, mais comment je veux dire? Il faut qu'on le pèse. Aujourd'hui, c'est très bien. Déjà, grâce à vous, je consomme congolais. Je vous remercie de m'avoir invité à votre conférence. Grâce à vous, on a découvert qu'il y a une impulsion, comme une vague des jeunes de pouvoir créer. À ce moment-là, moi, je pense que les pouvoirs publics doivent se saisir de la question et de créer une vraie dynamique autour de ces jeunes-là qui veulent créer. Parce que qui sera le milliardaire de demain? Le milliardaire de demain, ça ne sera pas quelqu'un qui va quitter du Mali ou du Tchad, même si je n'ai rien à voir avec ça, ou du Sénégal ou de quoi, qui va venir. Non, le milliardaire du demain, ça sera Rama, ça sera Ibrahim, qui, avec la problématique congolaise, va pouvoir proposer des produits qui marchent par rapport à son écosystème, par rapport à son environnement. Donc nous, on est là, nous les petits entrepreneurs, on est là pour pouvoir poser les jalons. À l'État de pouvoir nous dire, je veux dire n'importe quoi. Si Rama, il monte une entreprise, on lui donne 5 ans de sursis. Mais si Ibrahim, qui va avoir un nom et qui va être d'une autre nationalité, on lui donne 3 ans seulement. C'est pour pouvoir consommer, non seulement consommer local, mais de favoriser aussi le créer local. Parce que le créer local va faire vivre des emplois. Exactement. Donc aujourd'hui, à mon sens, après je peux me tromper, à mon sens, je trouve que ça ne se fait pas assez. Ça ne se fait pas assez. La promotion du consommer local. Oui, donc je reste un peu dubitatif sur l'écosystème de l'entrepreneuriat, sinon de l'écosystème du Congo sur l'entrepreneuriat. Mais qu'à cela ne tienne, il y a de la bonne volonté. Mais comme on dit, de la bonne volonté, ça ne suffit pas. Il faut impulser une vraie dynamique à travers nos ministères de tutelle, mais aussi à travers de la formation, de la rigueur et de la compétence. Très bien. Alors, on sait que vous avez, vous êtes responsable au sein d'une une grande entreprise de Brazzaville, du pays. Vous avez impulsé hier l'une des réalités qu'on voit aujourd'hui, parce que hier, pour consommer de l'eau minérale, il fallait avoir un format. C'était bloqué sur un format précis. Mais grâce à votre impulsion, aujourd'hui, on peut aujourd'hui consommer de l'eau
au Congo à partir de 150 francs. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser autrement par rapport au système qui était déjà prévalent à ce moment-là? Alors quand la société dans laquelle je travaille est entrée dans le business, parce qu'ils pouvaient fabriquer n'importe quoi. Et moi je travaillais déjà chez un concurrent. Je crois que c'est le fait d'être patriote. Quand on est patriote, on ne réfléchit pas avec sa tête, on réfléchit avec son cœur. Parce qu'on est patriote. On veut donner de l'espoir. Comme j'ai dit, je parle beaucoup d'espoir durant cette interview. On veut donner de l'espoir, on veut impulser un nouveau truc. Moi je concevais mal, M. Rama, que je parle des choses que j'ai assistées jusqu'en 2015. Que jusqu'en 2015, la bouteille d'eau était comme un luxe. L'eau minérale était réservée pour la classe élitique, pour les élites, pour des personnes auront des revenus certaines catégories de personnes. Voilà. Donc moi je concevais mal cette histoire. Donc quand la société UG m'a appelé pour mon travail, je leur ai dit, est-ce qu'on peut faire ça? Ils m'ont dit oui, c'est possible. Si toi tu penses qu'on peut faire ça et à travers ça on peut augmenter le volume de nos ventes, c'est possible, on peut le faire. À ce moment je me suis senti utile. Et c'est pourquoi je dis toujours, et ça sera ma plus grande fierté, dans 20 ans, dans 30 ans, je dirai à mes petits-enfants que j'ai permis à ce que la bouteille d'eau soit démocratique au Congo. J'ai démocratisé l'eau minérale au Congo. C'est quelque chose dont je suis fier. Et c'est quelque chose dont je dois le dire. Parce que avec fierté. Oui, j'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu ne pas pouvoir. Tu pouvais dire au monsieur, le monsieur dit non, je ne veux pas. Mais il faut convaincre le monsieur. Donc je suis content, mais il y a eu aussi de la volonté entrepreneuriale des chefs d'entreprise dans lesquels je travaille qui ont dit bon oui, on va suivre cette idée. Parce que vous savez, comme moi, vous êtes entrepreneur, vous savez comme moi qu'il n'est pas toujours aisé de pouvoir suivre la parole du collaborateur parce que lui, il ne connaît pas derrière quels sont vos flux de charge. Il ne connaît pas derrière. Donc voilà un peu, c'est le fait d'être patriote. Très bien. Vous êtes un professionnel du marketing. Qu'est-ce qu'il faut savoir ou quelles sont les qualités à avoir pour être un bon vendeur? Ah, ça c'est une très bonne question. L'écoute, c'est la première des qualités qu'il faut avoir pour être un bon vendeur. L'écoute, parce que celui qui n'écoute pas, il ne peut pas avoir le message de son vis-à-vis, donc il ne peut pas répondre aux besoins. 2, il faut avoir de l'empathie. Aujourd'hui, en tant que vendeur, on est en cours derrière le chiffre d'affaires, c'est en cours derrière les ventes. C'est souvent difficile pour nous, en tant que vendeur, de dire non, je crois que là, le client a raison, je dois pouvoir faire ça. Donc il faut avoir de l'empathie. 3, il faut avoir la capacité de persuasion. Il y a des gens qui viennent me dire souvent, je vais prendre un exemple très simple, ah j'ai bu ce jus, j'ai eu des mots de vente. Ne dis pas non, moi mon jus ne donne pas des mots de vente, ou moi mon jus ne fait pas d'écoulement de vente. Ce qui sera plus sensé de dire, c'est de dire oui, ça fait des mots de vente, mais vous buvez quel jus avant? Ah non, moi je bois tel jus. Ok, votre système immunitaire a réagi de la meilleure des façons. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. Exactement. A réagi de la meilleure des façons parce que vous avez fait l'écoulement, votre système immunitaire sait que vous êtes habitué à ça. Donc comme un corps étranger est rentré dans le corps, voilà, il a réagi des meilleures des façons. Mais ça ne serait pas de lui dire non, oui, mais non, je pense que vous devez boire ça. Non, si vous n'avez pas bu ça, là vous devez manger quelque chose. Non, non, non. Donc ça, il faut avoir la capacité de persuasion. Je crois que ces 3 qualités représentent à suffisance le bon vendeur des temps modernes. Très bien. Mais déjà, bon, on rencontre beaucoup de marketeurs, des gens qui font très bien leur travail, mais force est de constater que rares sont les spécialistes, les professionnels du marketing au sein de grandes institutions, de grandes entreprises qui, comme vous, sont sur le terrain. Pourquoi vous avez cette facilité? Qu'est-ce qui explique que vous avez cette facilité à aller sur le terrain? Mais moi, je suis passionné par ce que je fais. Non seulement que je suis passionné par ce que je fais, dans l'art de la guerre, j'ai lu un bon général, c'est celui qui gagne des combats sans aller au front. On peut s'arrêter là, dans l'art de la guerre. Il ajoute, et qui applique les tactiques avec les troupes sur le terrain. Je pouvais m'arrêter et rester. Sur la première partie. Oui. J'aurais gagné des batailles, je ne pense pas à la guerre. Mais comme le monsieur a ajouté, c'est un livre que j'affectionne beaucoup, il dit, il applique des tactiques avec les équipes sur le terrain. Je pense que quand on est sur le terrain, même pour le client, ça lui donne un sentiment d'existence, ça lui donne un sentiment premium. Donc aller sur le terrain, même pour les équipes, aller sur le terrain, ça transcende les choses. Moi, j'ai travaillé dans une société de la place qui a 30 ans d'existence aujourd'hui, qui est gérée par un Congolais jusqu'à nos jours. Il me disait toujours la différence entre toi, et c'est son conseil que j'ai suivi, la différence entre toi et tout ce qui viendront après toi, ça sera que toi, tu vas sur le terrain, tu montes sur une Kawasaki, tu montes sur une moto, tu montes sur un Jakarta, et le lendemain, tu montes dans ton véhicule. Exact. Ça sera ça la différence. Et je suis content d'avoir suivi ce conseil parce que du jour où il m'a conseillé jusqu'à aujourd'hui, la différence elle est très grande entre moi et ceux qui ne le font pas. Très bien. Quelques conseils, toujours pour les jeunes, ou même pas pour les jeunes, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut connaître ou quels sont les principes fondamentaux à connaître pour pouvoir scale, évoluer dans sa vie, d'un point de vue professionnel? Quelques points. Alors,
il ne faut pas travailler sur la base de l'émotion, parce que l'émotion, ça nous tire toujours à balles réelles. L'émotion, c'est un mauvais ami. Dernièrement, on a vu ce qui défrayait la chronique, l'histoire avec Samuel Eto'o et le truc. On a vu qu'il était trop dans l'émotion et il a fini par demander excuse. Il ne pouvait ne pas le faire. Exactement. S'il n'était pas rentré dans l'émotion. Donc, en tant que professionnel, on ne doit pas être dans l'émotion. On doit être juste. En tant que cadre, on doit être juste. Si on doit recommander la personne, on doit recommander la bonne personne, le bon profil. Parce qu'il manque excessivement, il y a excessivement un manque de profil dans nos métiers. Excessivement. Et quand le bon profil arrive, il faut le payer ce qu'il faut le payer. Donc ça c'est 2, il faut être juste avec soi-même et il faut être juste avec son vis-à-vis. 3, c'est de prendre à bras le corps ce que vous faites. Vous devez aimer ce que vous faites. C'est d'être l'engagement. Il faut être le premier ambassadeur de votre entreprise, sinon de votre produit. Moi, partout où je travaille, mes parents changent de truc. Si je viens travailler chez Oyebi TV aujourd'hui, ils vont arrêter de suivre telle chaîne, ils vont suivre Oyebi TV. Exactement. Parce que je leur dis, mais je mange parce que je suis là-bas. Oui, si je ne suis pas là-bas, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien dans mon assiette, il n'y aura plus rien chez vous. C'est comme ça donc il faut avoir l'engagement. Il faut suivre son entreprise. En fait, il faut avoir la capacité de s'adapter, l'adaptabilité. Si on ne s'adapte pas aujourd'hui, même vous en tant qu'entrepreneur, vous recrutez des profils qui se débrouillent un peu partout. Exactement. Je sais un peu de trucs, je sais un peu d'accueil, je sais un peu de marketing, je sais un peu, etc. Exactement. Donc vous devez avoir l'adaptabilité. De nos jours, l'adaptabilité va être le moteur dans lequel va passer le développement. L'adaptabilité, je reprends, ça va être le véritable boulevard dans lequel va passer le développement. Dans 7 ans, on aura la ZLECAf. Donc on sera en concurrence avec des Camerounais, exact, avec des Centrafricains. Déjà, on est en concurrence avec la RDC, on sera avec l'Angola, parce que ça sera la libre circulation des personnes. Donc, je peux quitter là-bas, venir postuler ici. Mais si je m'adapte un peu partout, un peu, j'ai des connaissances. D'ailleurs, Socrate dit, j'appelle intellectuel celui dans la mesure du possible détient la totalité du savoir. À ce moment-là, je me adapte partout. Je peux venir à Oyebi TV le matin, le soir, etc. etc. Donc, l'adaptabilité. Ensuite, je pense, pour la fin, ça sera l'implémentation. J'insiste dessus parce qu'on est tous intelligents. Mais très peu sortent de la bouteille. Mais sinon, moi je considère le jeune Congolais comme quelqu'un de créatif. Encore, j'ai vu ça avec la conférence de consomme congolais. Il y a des jeunes créatifs bourrés de talent. Je ne pense pas qu'il leur manque de soutien. Non. Je pense qu'il leur manque le fait de pouvoir implémenter ce qu'ils font. Quand on a une idée de pouvoir passer à autre chose, on trouve toujours les moyens. Donc voilà un peu les 5 points que je pourrais donner aux professionnels. Alors, Monsieur Ibrahim, 2024, année de la jeunesse. Année qui a été définie comme ça par les pouvoirs publics, le président de la République notamment, année de la jeunesse. Pour chuter, parce que nous sommes en train de chuter avec le programme, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil destiné à la jeunesse? Bon, je suis content parce qu'on ne m'a pas dit qu'est-ce que vous pouvez dire au pouvoir public, donc je suis sauvé. Les pouvoirs publics, ils sont occupés, donc on va se concentrer sur la jeunesse. Un président américain, John Fitzgerald Kennedy, a dit ne demande pas ce que tu peux faire ce que les États-Unis peuvent faire pour toi. Dis-toi ce que toi tu peux faire pour les États-Unis. Alors, je vais le paraphraser. Ne demande pas ce que le Congo peut faire pour vous. La chance que vous avez, la chance qu'on a, c'est d'être Congolais. Demandons-nous ce que nous pouvons apporter au Congo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui. Je répète, au jour d'aujourd'hui, le Congo a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui. À ce moment, cher jeune, crée, ose, apprends, lance-toi et n'abandonne jamais. Très bien. Monsieur Ibrahim, merci beaucoup. C'était un plaisir. On espère vous retrouver très bientôt sur le plateau de Parlons Vrai, Parlons Bien. C'est un plaisir. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt et bon retour. Merci. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de Parlons Bien, Parlons Vrai. J'espère vous retrouver très bientôt. Vous l'avez vu, nous avons eu un invité de qualité. Et donc on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Bien, Parlons Vrai sur Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains.